Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle conférence du sommet Afro-Naturo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Eva Barra, qui est ethnocoach et qui va nous présenter cette conférence sur le thème Comment passer du choc des cultures à la fusion de toutes mes cultures. Donc, les trois mots-clés à retenir de cette conférence, ça va être résilience, créativité quelque part, métissage et et voilà, je vous laisse découvrir le reste de toute façon, parce que c'est toujours un plaisir d'entendre Eva parler. Alors, bonjour Eva et bienvenue sur Ce Sauvé. Donc, tu es ethno-coach et donc du coup, je vais t'inviter à te présenter et surtout, tu es avec nous pendant un petit moment sur le thème comment passer du choc de culture à la fusion de toutes mes cultures, c'est ça? Exactement. Voilà. Donc, déjà, en fait, avant ça, je voulais te remercier d'avoir accepté de participer à ce sommet qui est pour l'amour de l'Afrique, hein, en fait, hein, qui va parler de résilience, de créativité, de métissage, etc. Et si je t'ai invité, c'est parce que tu es une des personnes qui m'inspire le plus en ce moment. Et que du coup, voilà, c'est un honneur pour moi, encore une fois, de t'avoir. Donc, du coup, je vais te laisser te présenter. D'accord. Alors, je me nomme Eva Barra et je vis en Normandie actuellement. J'exerce en tant qu'ethno-coach, comme l'a si bien dit Audrey. Alors, qu'est-ce que c'est que l'ethno-coaching? Je vais le définir comme ça, ce sera posé dès le départ. Alors, justement, l'ethno-coaching, c'est l'art d'accompagner les personnes, de les amener à passer du choc des cultures à la fusion culturelle. Donc, je vais vous D'accord. dire plus en détail par la suite, justement, qu'est-ce que j'appelle fusion culturelle et qu'est-ce qu'on met dedans. Donc, voilà ce que je peux dire de moi pour le Ok, moment. très bien. Donc, tu es né en Afrique et tu es arrivé en France très tôt. Et tu disais que tu as eu à faire face à, d'un côté, les exigences de ta famille et de la communauté, et de l'autre côté, les exigences des infrastructures et puis, bah, voilà, des personnes qui entouraient des personnes en France, en fait. Donc, du coup, est-ce que tu peux nous en parler? Bien sûr. Alors oui, en effet, moi je suis née au Mali de deux parents maliens et je suis arrivée en France et je suis arrivée en France, j'avais 2 ans et donc j'ai passé toute ma scolarité justement, enfin que ce soit la scolarité ou mes études en France et j'ai le souvenir très net justement de cette cassure entre dedans dehors. Enfin moi du coup c'était comme ça qu'on l'avait, enfin avec mes frères et sœurs, Mhm. une très grande fratrie, on l'avait schématisé dedans, dehors. Et parfois, on se D'accord. disait, mais t'as oublié que t'es dedans? Donc, Ah ouais. enfin, du coup, t'es dedans, c'est finalement, c'est dès que tu rentres dans la maison, Mhm. eh bien, les codes changent, les règles changent, le règlement, enfin, le mode vestimentaire change. Et dès que tu es dehors, justement, il se passe la même chose, mais tu t'adaptes à la culture, tu t'adaptes à ce qu'on attend, à ce que le monde occidental attend de toi. Et j'ai beau avoir grandi en France, eh bien, dans ma maison, j'étais en Afrique. Ah ouais. Bah, ça, c'est waouh. C'est assez impressionnant parce que c'est vrai que c'est un peu jouer un rôle de caméléon. D'ailleurs, tu l'as dit, tu as parlé de ce mot-là, caméléon, le fait de devoir s'adapter en fonction de ce qu'on a. Et on s'en rend pas compte, hein. Là, quand tu nous en parles, en plus, tu nous en parles avec le sourire, tu as l'air justement d'en avoir fait quelque chose de beau, mais ça n'a pas dû toujours être évident. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? En effet, ben en fait, le dedans-dehors, c'est pas simple. En tant qu'enfant, justement, on se pose la question euh, est-ce que je suis normale, est-ce que je suis pas normale? Il faut savoir que moi, quand j'étais petite, j'ai bégayé, mais pendant très longtemps. D'accord. Et j'ai vu une orthophoniste qui a expliqué à mes parents que, que je pensais dans une langue et que je parlais dans une autre langue. Ah ouais. Et que finalement, le fait de devoir faire cette transition mentale je pense à ça quand je le verbalise, eh bien, ça a créé le bégaiement chez moi parce qu'il fallait que ça aille vite. Parce que quand tu t'arrêtes et que tu cherches tes mots, l'autre s'impatiente en face. Donc, il fallait tout faire très rapidement. Mais du coup, l'orthophoniste a expliqué que de ce qu'elle comprenait, je Mmh. pensais dans une langue et du coup, je le verbalisais dans une toute autre langue. Et faire cette gymnastique-là dedans, dehors, dedans, dehors, dedans, dehors, et ben, à un moment donné,
c'était pas simple pour l'enfant que j'étais. Mais ouais, il y a eu, du coup, moi, chez moi, c'est vrai que mon père, il était très, il avait son cadre. Et son cadre, ça consistait à quoi? Ça consistait au fait qu'on allait à l'école. Ça consistait au fait que ce qui se passait dehors, eh bien, on devait s'adapter autant que possible à la communauté occidentale. Mais par contre, dès qu'on passe le palier de sa maison, eh bien, c'est ses règles à lui. Donc, ses règles à lui, c'est que du coup, quand je rentrais de l'école, dans les 5 minutes qui suivent, je devais être en pagne. Je ne devais plus prononcer un seul mot en français. Et toutes les affirmations, enfin, tous les mots que je pouvais utiliser, il fallait qu'ils soient en malien. Et forcément, en tant qu'enfant, il te manque des mots. Donc, de temps en temps, tu as un mot français qui glissait dans la phrase. Et ben, en fait, mon père, il se retournait, il partait. Tu étais en train de lui parler. Dans ta phrase, il y a un mot français qui est sorti. Il se retournait, il partait. Et en fait, non, tu as échoué. Donc, tu réessayeras plus tard quand tu vas chercher la phrase en entier. Donc, je cours, je vais voir ma mère, comment on dit ça en malien? Et du coup, elle te donne la réponse. Tu reviens le voir et tu lui fais une phrase en entier. Oui. Aujourd'hui, j'en rigole. Quand j'étais plus jeune, c'était très frustrant et ça crée du stress, en fait, aux enfants. Et donc, créer du stress, en tout cas. Du coup, tu pensais en malien, c'est ça? Et tu parlais en français. C'était à ce niveau-là, le bégaiement? Du coup, c'était... en fait, moi, mon bégaiement, il était inversé. Je bégayais, mais je bégayais que quand je parlais en malien. D'accord. Parce que tu pensais en français, alors, c'est ça? C'est ça, exactement. Donc, du coup, mes phrases, je les faisais dans ma tête. Et du coup, j'essayais de les traduire mot pour mot en malien. Parce que finalement, je baignais au quotidien au niveau de l'école, etc. Je baignais beaucoup plus au niveau de la langue française que de la langue malienne qui était que à la maison. Et au niveau de mes études, au niveau de l'écrit, l'oral, etc., on a plus développé le côté occidental. Donc, mon système de pensée était français. Et finalement, j'ai essayé de les retransposer en malien, plus la pression justement de mon père où tu dis tu n'as pas le droit à l'erreur. Tout ça, mis bout à bout, a fait que j'ai bégayé pendant très longtemps. Et beaucoup plus tard, en fait, ça s'est exténué, ça s'est atténué, ça a disparu. Oui, comme tu dis, il y a sûrement un lien avec le stress que ça a pu provoquer chez toi, en fait. Et en fait, qu'est-ce que je vais dire? Par contre, il y avait des mots, enfin, je sais pas, il devait y avoir des mots qui ne pouvaient pas se traduire en malien. Du coup, il faut savoir que la langue malienne est très imaginaire. Donc, c'est vrai que du coup, il y a des termes français qu'on a du mal à traduire et inversement, il y a des expressions très imaginaires. Moi, je parle de langue malienne, mais ce n'est pas qu'une langue malienne. Donc, du coup, mon père, particulièrement, il parlait le soninké. C'est très imagé comme langue. Eh bien, il y a des choses qui ne peuvent pas se retranscrire. Même quand je parlais à mes copines, ça n'avait pas de sens parce que pareil, j'avais l'image dans ma tête, je le retransmettais mot pour mot, ça ne voulait rien dire. Et donc, ouais, tu fais la gymnastique en permanence et tu te rends compte qu'il y a des choses que tu peux dire d'autre part, qui se traduisent d'autre part. Caméléon. Tu deviens un caméléon et tu trouves ta juste place entre des cultures. Ouais. En tout cas, c'est waouh. Moi, en fait, pour faire un petit aparté, moi, quand j'étais petite, mes parents, c'était surtout, il fallait parler français. Parce qu'en fait, au Bénin, dans beaucoup de familles, c'est bien vu de parler français, sauf que j'étais en France, donc du coup, l'apprentissage de la langue, je ne l'ai pas vraiment eu. Et en fait, c'est vrai que j'en ai souffert de ça. Tu vois, dans l'autre sens, comme quoi on n'est jamais... on a toujours des problématiques. C'est parce que moi, justement, j'en ai souffert. Parce que je me suis dit, voilà, j'aurais bien voulu apprendre à parler une autre langue que le français parce que c'était en lien avec qui j'étais finalement. Donc, bon, voilà, c'était petit aparté pour dire que on ne sait pas quel est le juste milieu. Oui, non, mais c'est exact. Enfin, je suis totalement d'accord avec toi. C'est bien que tu me montres cet exemple-là parce que finalement, c'est toujours... Il faut partir de la personne, en fait. Comment est-ce qu'elle l'a vécu? Comment est-ce qu'elle le vit aujourd'hui? Et justement, pour la continuité, quand j'étais plus jeune, c'était pas simple. En grandissant, je suis devenue un caméléon. En arrivant dans la vie professionnelle, ça a été une force incroyable de pouvoir jongler, de pouvoir m'adapter. Parce que finalement, c'est ce que ça crée, c'est ce que ça fait de nous. C'est des personnes qui sont très flexibles et qui ont cette capacité à s'adapter aux personnes qui sont en face d'eux. Donc, ça faisait de moi un parfait caméléon. Et plus tard, quand j'ai enfin mis des pieds sur le sol malien, c'était un atout formidable que de parler la langue, que de pouvoir converser avec les cousins, cousines, sans cette barrière-là, justement. Donc, ça a été un atout beaucoup plus tard. Donc,
Mon père savait ce qu'il faisait. Mais nous, sur le moment, bon. Et ils ne prenaient pas forcément le temps de nous expliquer, hein, nos parents. Ils savaient ce qu'ils Exactement. faisaient, hein, ils faisaient de leur mieux, mais ils ne prenaient pas le temps de nous expliquer. Donc, bon, bah, super. Et du coup, tu expliques qu'il y a eu un moment où, en fait, tu as cessé de vouloir jouer ce caméléon. Tu as pris une décision et tu t'es dit non, il faut que je fasse mes choix, mes propres choix. Exactement. En fait, c'est qu'au bout d'un moment, en fait, il y a un masque social qui se crée. Donc, finalement, il y a ce qu'on appelle le masque social, c'est que finalement, bon, en tant que caméléon, on finit par passer, on va dire, d'une couleur à une autre, mais finalement, je finis par passer par ce que ma copine attend de moi. Donc, boum, je m'adapte au rôle de la copine qu'elle attend de moi. Ensuite, je passe au rôle, et du coup, comme le caméléon, la couleur, à ce que mon boss attend de moi. Donc, je m'adapte également. Et en fait, le propre du caméléon, bien souvent, on pense que c'est génial, il peut prendre toutes les apparences qu'il veut. Oui. Mais ce qu'on ne voit pas souvent, ce qu'on ne pense pas souvent, c'est qu'un caméléon a sa propre nature quand il ne prend la couleur de personne. Et à un moment donné, à force d'être aussi flexible, d'avoir cette capacité de s'adapter à tout et à tout le monde dans toutes les circonstances, et ben, j'ai fini par oublier qui je suis quand je ne m'adapte à personne. Et c'est là où, du coup, finalement, j'ai oublié que en tant que caméléon, on avait une couleur de nature, on avait un être, une façon d'être, on avait notre racine propre, et ensuite on va l'adapter. Et c'est là où, en ce qui me concerne, ça n'a pas été un chemin volontaire, c'est-à-dire que ça n'a pas été une quête volontaire où j'ai été chercher à me reconnecter à qui je suis réellement. C'est plus la vie qui m'a secouée. Pour que justement tous ces différents masques tombent et qu'à la fin tu te retrouves sans masque et que tu te dis ok, maintenant qu'est-ce qu'on fait, comment on fait, on va où, comment ça se passe. Et donc voilà, donc du coup moi mon cheminement, mon éveil c'est plus fait par les épreuves de la vie. Et aujourd'hui justement j'accompagne des personnes qui font le choix conscient. Donc j'aime à dire que c'est important qu'on le fasse soi-même, qu'on en prenne conscience, parce que quand c'est la vie qui nous réveille, c'est pas simple. Oui, et on a cette possibilité aujourd'hui, comme on dit, avec le coaching, tout ça, on a cette possibilité de faire ce chemin-là, ce cheminement-là, sans passer par les épreuves difficiles de la vie. Donc, exactement. Et donc, exactement. Du coup, c'est comme ça qu'est né l'ethno-coaching. Tout à fait. Du coup, oui, l'ethno-coaching est vraiment né de qui je suis, premièrement. Donc, je n'ai pas retrouvé qui je suis. Et du coup, dans ma quête identitaire, eh bien, j'ai pu valider, confirmer que le métier que j'exerce est vraiment ce qui me plaît. Sachant que j'étais éducatrice à ce moment-là, éducatrice justement auprès d'adolescents placés en structure éducative. Et quand on va chercher, ok, éducatrice, c'est un métier, c'est une casquette, donc c'est encore un masque. Donc quand derrière ce masque, qu'est-ce qui nourrit ce masque-là? Eh bien, c'est ma volonté, ce sentiment de me sentir utile, ce sentiment de nourrir la future génération. Donc j'ai vraiment un important autour des générations futures. Ok, une fois que tu as compris ça, très bien. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Il y a forcément de l'aide, il y a un besoin d'aider, il y a une envie en tout cas d'aider à avancer, à cheminer. Et c'est là où je découvre en même temps le métier de coach. Donc, c'est un métier qui me parle, ça correspond à mes aspirations. Et du coup, je me forme à ce métier-là, je me forme aux outils d'accompagnement parce que j'ai un côté perfectionniste. Donc, quand je vais quelque part, j'ai besoin de maîtriser le truc ou sinon, j'y vais pas du tout. Donc, je me suis formée au coaching, je me suis formée à différents outils d'accompagnement en parallèle. Et là, j'ai voulu me lancer en tant que coach. Et là, de la même façon, eh bien, les premiers clients qui sont venus à moi, c'est des clients qui me ressemblent. Les premières personnes qui sont venues à moi, c'est des afrodescendants, c'est des personnes d'origine maghrébine, c'est des personnes d'origine indienne, c'est des personnes d'origine italienne, etc. Mais c'est des personnes qui avaient des origines d'ailleurs et qui vivaient ici avec cet ailleurs à l'intérieur d'eux et qui justement cherchaient leur place et se retrouvaient avant même que je me positionne en tant qu'ethno-coach. C'est déjà ces personnes-là qui venaient me voir en tant que client. Et là, tu te poses, tu réfléchis, mais en fait, qu'est-ce qui se joue concrètement? Eh bien, il se joue que du coup, on attire ce qui nous ressemble. Et ce que j'ai vécu, que j'ai traversé, eh bien, d'autres ont besoin que je puisse les accompagner sur ce cheminement-là. Et heureusement, aujourd'hui, je suis outillée pour,
donc j'ai accueilli. C'est pour ça que bien souvent, on me dit, ethnocoach, c'est génial. Je dis, mais en fait, je n'ai pas choisi mes clients, mais mes clients m'ont choisi. Ah ouais. Donc, à partir de là, j'ai juste officialisé le fait que aujourd'hui, j'accompagne avec ma méthode d'accompagnement est une approche ethnique. Et du coup, je mets vraiment le pied dans le plat en disant, OK, c'est une réalité. Venir d'ailleurs, en tout cas vivre avec un ailleurs ici, c'est pas simple. Donc, il va falloir trouver une médiation. Et du coup, ce que je faisais déjà en tant qu'éducatrice, ce que je fais déjà en tant que maman, c'est ce que je continue à faire, c'est d'aider les personnes à se réapproprier leur vie au milieu de toutes ces cultures-là, qui peuvent parfois, je dis bien parfois, sont complètement au diapason l'une de l'autre. Imaginez-vous en termes d'énergie ce que ça crée à l'intérieur de la personne. Ouais. Si on mettait toute cette énergie au service d'un projet, au service d'une vision, on gagnerait du temps, on gagnerait de l'énergie et du coup, on irait beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Et pourtant, on n'a rien rajouté, on n'a rien investi, on a juste pour centraliser et canaliser l'énergie qui partait dans tous les sens. Donc, c'est vraiment là que j'interviens et je peux le dire, c'est mon domaine d'expertise aujourd'hui. Et donc, voilà, j'accompagne des personnes qui vivent avec un ailleurs ici. D'accord. Ah bah c'est génial, ça vraiment, c'est une belle histoire. Et du coup, j'ai une petite question en fait par rapport à tes enfants, comment ça se passe? Tu leur as appris à parler soninké ou Alors du coup, concernant mes enfants, je leur apprends et je leur explique que c'est à eux de choisir. Que je leur explique que du coup, ça c'est la langue soninké. Elle fait partie de leur histoire et de leurs racines. On a dessiné ensemble l'arbre de la vie. Elle fait partie de leur histoire et de leurs racines, mais du coup, c'est la racine de maman, donc c'est la racine maternelle. Leur père est d'une autre origine, a une autre langue maternelle. Moi, du coup, en langue au quotidien, eh bien, j'ai le français, n'est-ce pas? Et finalement, c'est là où on se retrouve tous les deux. Et ils parlent principalement français, mais du coup, ils ont du vocabulaire soninké principalement, parce que leur père fait le choix de ne pas transmettre la sienne de langue, et c'est sa responsabilité et son choix. Maintenant, ils n'ont pas d'obligation. Donc, du coup, c'est quand moi je leur parle, ça me semble important que quand je leur parle en soninké, qu'ils puissent comprendre, répondre. Et du coup, bien souvent, ils entendent et ils répondent en français. Donc, ils sont encore petits, ils ont 8 ans et 6 ans, mais c'est vrai qu'ils ont d'excellentes mémoires. Et l'avantage, en tout cas, c'est vraiment ce que je conseille à tous les parents, c'est de leur parler un maximum de langues. Enfin, si vous avez 3 langues à la maison, parlez-leur 3 langues. Ce que ça va nourrir, c'est que ça va ouvrir leur oreille dans un premier temps aux langues et que ça va faciliter plus tard quand ils devront apprendre l'anglais, l'espagnol, le chinois. Ils ont déjà une oreille qui est ouverte à la différence, au son, etc. Oui, d'autant plus que c'est vrai qu'on fait beaucoup l'apologie des enfants bilingues en anglais ou en espagnol, mais pas assez des enfants bilingues africains. Et c'est vrai que c'est même ça par rapport au bilinguisme. Quand on regarde ce qui se passe en Afrique actuellement, il se trouve que les enfants en fait grandissent, enfin, ils naissent dans un environnement, ils parlent une langue, et quand ils arrivent à l'école, ils doivent apprendre à parler français. Donc ils sont automatiquement bilingues dès le plus jeune âge. Et c'est vrai que c'est intéressant et important aussi de pouvoir transmettre aussi de là d'où tu es, c'est-à-dire en France, quoi. Donc, vraiment, c'est cool, c'est top. Et leur laisser le choix aussi. C'est important. Voilà, par rapport à ce que toi, tu as vécu aussi, tu veux transmettre, tu veux éviter à tes enfants ce que toi, tu as vécu. Donc, c'est cool. Exactement. C'est que ce soit imposé. Donc, finalement, il y a cette dimension où ils répondent. Oui. Ils l'entendent, ils le comprennent. Et des fois, ils me demandent, maman, ça veut dire quoi? Donc, c'est vraiment dans un échange, dans un apprentissage, quelque chose de ludique, plus qu'imposé. On verra ce que ça va donner. Après, je pense qu'on va en parler par là, ils vont dire, mais ça ne va pas marcher. Ils ne vont rien comprendre plus tard. Mais on verra. On verra où ça va nous mener et où ça va les mener eux. Aujourd'hui, pareil, j'accompagne des personnes qui ont grandi ici en France et dont les parents ont fait le choix de ne pas parler la langue, d'ailleurs, et qui aujourd'hui prennent des cours, qui font ce choix-là de s'y reconnecter. Donc pour moi, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. C'est juste chacun fait au mieux avec ce qu'il est là où il est aujourd'hui. Et du coup, laisser la porte ouverte au fait que si tu ne l'as pas eu dans ton enfance, même adulte, tu peux aller le récupérer. Si tu l'as eu dans ton enfance, même adulte, tu peux choisir de ne pas l'utiliser. En tout cas, se réapproprier une liberté de se positionner par rapport à chaque sujet, en fait. La langue, tu te positionnes. La religion, tu te positionnes. On reprend tout
et on fait un tri. C'est vraiment l'idée de l'ethno-coaching. On fait un tri et tu repars uniquement avec ce qui est important pour toi. Même si le reste, ça reste en fond sonore, mais tu gardes en conscience et tu incarnes en conscience que ce que tu as choisi de chacune des cultures. Ouais. Non, c'est cool. Et j'ai envie de dire, ça résonne vraiment en moi, ce que tu dis, parce que il y a l'année dernière, en fait, j'ai été dans mon pays d'origine et j'ai pris des cours auprès de ma tante, en fait. J'ai pris des cours, donc j'avais ramené mon cahier, j'avais déjà prévu avec elle pour qu'elle me donne des cours. Et mon père était là. Et je sais pas, il y a eu comme un truc. Et en fait, c'est comme si la langue était sortie de moi. C'est-à-dire que en fait, je me suis reconnectée, je sais pas, il y a un truc qui s'est rebranché et en fait, j'ai réussi à… Les mots, je les connaissais en fait. Je les ai sortis de je sais pas où, mais je les connaissais. Et c'est vrai que du coup, ça a été… il y a une sensation de complétude, vraiment, quand on arrive à ce point-là. Et c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde. Et c'est ce que je souhaite en fait pour les personnes, comme tu dis, que tu accompagnes. C'est possible. Voilà, qu'elles sachent que c'est possible. Exactement ça, c'est vraiment possible. Et ce qui est intéressant dans ton exemple, c'est que peut-être, est-ce que tes parents, justement, à la maison, eux, ils parlaient la langue? Même Alors si oui, vous ne la parliez pas? ils parlaient la langue entre eux. Et en fait, je l'ai intégrée, quoi. Je l'ai intégrée. Exactement, Ouais. exactement. Donc, Mais c'est comme il y a des parents qui parlent une langue et finalement, l'enfant, par curiosité, va finir par s'y intéresser et va décoder quelques mots, il va comprendre Enfin, moi, j'ai des parents autour de moi, quand ils veulent parler pour que les enfants ne comprennent pas, ils parlent en anglais. ah ouais. Mais du coup, avec le temps, au fur et à mesure, l'enfant capte certains mots et comprend le sens profond de la phrase. Là, je pense que c'est un peu ce qui s'est passé. Et quand on t'a autorisé, parce que c'est un petit peu de ça qu'il s'agit, on t'a autorisé à l'utiliser, là, boum, ce que tu avais appris toute seule, presque en cachette, eh bien, ça s'est libéré et ça a pris forme. Donc, c'est top. Et c'est pour ça que même par rapport au pouvoir illimité du cerveau, aux neurosciences, tout ça, c'est vraiment, enfin, on voit que, waouh, tout est possible. Vraiment, tout est possible du moment qu'on le veut et qu'on a une bonne raison de le faire. Donc, exactement. Voilà. Et donc, du coup, par rapport à ça, donc tu dis que tu t'es choisi. C'est par rapport à ce que tu as dit, tu as choisi de ne plus d'être le caméléon, mais avec sa vraie couleur, sa couleur d'origine. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler justement de ces points importants qui sont la créativité, le métissage et la résilience? Pour moi, enfin, je dis créativité, métissage et résilience. Métissage, je vais commencer par le métissage, c'est que je pars du principe qu'on est tous métis. On parle bien souvent, moi, on me dit oui, mais non, mais enfin, ok, du coup, ce que tu rencontres là, c'est une problématique liée à ton métissage. Non, mais qu'est-ce que tu me racontes? Je ne suis pas métisse. Mes deux parents, ils sont ivoiriens, mes deux parents, ils sont togolais. De quoi tu me parles? Ok, non. Souvent, on parle du métissage de couleur, mais on ne pense pas. Moi, je pars du principe qu'on est tous métis dans le sens où, exact. Du coup, on a déjà, rien quand les deux parents sont maliens, moi, par exemple, je prends juste mes parents. Ma mère, elle est Peul et Bambara. Mon père est Soninké. Donc, du coup, même tous les deux en étant maliens, on peut dire ça comme ça, eh bien, ils sont d'ethnicité différentes. Donc, ils ont grandi à des endroits du Mali qui sont différents. Donc, ils ont des cartes du monde qui sont différentes. Déjà, là, eux, ils me transmettent ça. Ça, c'est déjà le métissage au niveau génétique. Au-delà du niveau génétique, ok, on va dire que génétiquement, s'il faut mettre une sacoche, eh bien, génétiquement, on va dire que mes deux parents sont 100% maliens. Très bien. Donc, oui, il n'y a pas de métissage. De quoi tu me parles? Oui. Mais du coup, intérieurement, je peux être 100% génétiquement malienne. Très bien. Par contre, l'air que je respire là, il est en France. Et pour moi, ça compte. On n'est plus sur les gènes, on est sur l'environnement. Cet environnement, il est direct, il est permanent, il est quotidien. Donc, on ne peut pas en faire l'économie, on ne peut pas s'amputer, on ne peut pas s'interdire de l'écouter non plus parce que finalement, on y est confronté au quotidien. Donc là-dessus, c'est vraiment de se dire qu'on est tous métis, c'est de se dire on est ce qu'on est à l'intérieur et par contre, il y a l'environnement à l'extérieur. Et des fois, on me dit oui, mais comment ça se passe si je suis 100%, si je suis 100% français, comment ça se passe? Je dis ok. Et ben de la même façon, actuellement, j'accompagne un jeune homme qui a fait toute son enfance, toute son adolescence et sa vie de jeune adulte en Bretagne.
Là, il a eu une superbe opportunité sur Paris, professionnelle. Il est sur Paris, mais il est en dépression totale. Parce que finalement, encore une fois, il ressent ce métissage. Oui. Il ressent ce métissage parce que la méthode éducative, l'éducation qu'il a reçue n'est pas la même. Son environnement direct dans lequel il a grandi, les espaces, la verdure, c'est pas la même. Les voisins qui se connaissent tous et qui se saluent et qui prennent des nouvelles les uns des autres, il arrive sur Paris, il sait même pas il y a qui dans son immeuble. C'est un réel choc de culture. C'est pour ça que je parle vraiment de choc des cultures. C'est que du coup, peu importe d'où on est, c'est accepter que, en fait, ma vérité, peut croiser, entrer en collision avec une vérité extérieure. Et là, bien souvent, c'est l'environnement. Donc là, c'est vraiment ce que je mets derrière. On est tous métis. Donc ça, une fois qu'on en a pris connaissance, on se dit que on n'est pas moins bon ou meilleur, on est différent. Et des différences de chacun, on va en apprendre. Oui. Du mode de vie, du mode de vie breton et du mode de vie parisien, il y a du bon comme il y a du moins bon partout. Oui. Maintenant, on va mettre tout ça sur la table, on va faire le choix en conscience. Qu'est-ce qu'on choisit? Et bien souvent, on se choisit. Donc après, quand je dis, le deuxième point, c'était, tu voulais que j'aborde la résilience? Oui, la résilience. La résilience, je l'ai abordée en troisième. Donc du coup, en deuxième, pardon. Du coup, la créativité, pour moi, c'est justement s'autoriser à s'inventer et à se réinventer. C'est qu'une fois qu'on a mis tout ça sur la table, je suis assez imaginaire et j'espère que ça va pour tout le monde. J'aime l'idée des bagages. C'est comme si finalement, on allait prendre l'avion. Il y a une partie du monde, l'Afrique, je n'ai pas compris, c'est la seule partie du monde où quand tu vas en Afrique, tu as le droit à 2 valises de 23 kilos, plus un bagage à main. C'est la seule partie du monde où tu as le droit à autant de kilos. Maintenant, pour moi, j'ai mon explication. On n'est pas là pour ça aujourd'hui. Mais en tout cas, il y a anguille sous roche. Bref, imaginons que finalement, on a 2 bagages de 23 kilos. Très bien. Eh bien, on imagine que chacun de ces bagages-là, c'est nos parents. Moi, par exemple, je prends juste un exemple. Si demain, je vais au Mali, mon père, il va me dire, oui, tu dois ramener ça à ma mère, tu dois ramener ça à un truc. Ma mère va me dire, oui, tu dois prendre ça, ça. Ok, très bien. Du coup, imaginons que finalement, on a 2 bagages de 23 kilos. On dit, bon, ok, très bien, j'ai 2 bagages de 23 kilos, ça me suffit. Très bien. Maintenant, imaginons que ces bagages de 23 kilos, c'est un par an chacun. Et qu'on arrive à l'aéroport, pour une raison ou une autre, il n'y a plus de place en soute. Donc, on vous demande, écoutez, madame, prenez ce dont vous avez besoin dans chacun de vos bagages. Par contre, vous avez droit qu'à une valise cabine. Et bien, pour moi, c'est ça la vie. C'est que du coup, nos parents nous donnent chacun une valise de 23 kilos, une valise conséquente avec tout un maximum de leur histoire, de leur héritage. Ils essaient en tout cas de nous transmettre un maximum. Maintenant, une fois qu'on a ces 2 valises de 23 kilos et qu'on doit arriver sur un bagage cabine de 10 kilos, là, ça se corse. Ce bagage de 10 kilos, c'est nous, c'est notre corps, c'est notre être. Du coup, qu'est-ce qu'on choisit en conscience du bagage de l'héritage que notre père nous a donné, de l'héritage que notre mère nous a donné, et puis, quelle place est-ce qu'on laisse dans cette valise-là pour soi? Quelle place est-ce qu'on laisse dans cette valise-là pour les souvenirs de vacances, pour le maillot, pour truc? Quelle place est-ce qu'on se laisse à soi? Et c'est là que je mets la créativité. C'est que finalement, il faut s'autoriser à se dire que ça vient ni de mon père, ni de ma mère. Par contre, c'est important pour moi. En ce qui me concerne, par exemple, si on prend des cultures, il y a l'histoire de l'Olivier. C'est une histoire qui me touche, qui me bouleverse. Enfin, c'est une légende que j'aime beaucoup, une tradition qui n'est pas malienne, qui n'est pas française. On pourrait se dire, mais Eva, qu'est-ce que tu veux? J'habite en Normandie, je suis locataire pour le moment. Par contre, dans mon jardin, il me faut un olivier. Et c'est censé ne pas être de ma culture. Pourtant, c'est important pour moi. Ça fait sens en moi, ça résonne en moi. Je l'accueille et je l'incorpore. Et ça, c'est la créativité. C'est s'autoriser à aller chercher ailleurs que notre héritage propre. Et encore là, j'ai parlé du père et de la mère. Mais après, il y a également la culture française. Exactement. Oui. Il y a également le voyage qu'on a fait en Asie, les souvenirs qu'on en a ramenés. Qu'est-ce qu'on garde en fait dans tout ce qu'il y a autour de nous, dans toutes les cultures qui sont autour de nous? Qu'est-ce qu'on garde? Et là, il faut oser être créatif. Et dans la créativité, ce que j'adore en ce moment dans la mode, par exemple, c'est ce côté tissu africain
Oui. dans des coupes occidentales. C'est de la créativité. Les personnes ont osé sortir du cadre, ils ont osé créer à partir de tout ce qu'ils sont et se dire je ne choisis pas. Et c'est là qu'il faut créer en fait. Ouais. Créer, c'est ne pas, c'est justement, c'est pas ne pas choisir, c'est se choisir. Et moi, je suis les deux. Je suis pas l'un ou l'autre, je suis les deux. Du coup, je crée pour moi. Et ces personnes-là, bien souvent, ils ont d'abord commencé par créer pour eux. Ça a plu. Et puis, finalement, ils ont augmenté la production, ils se sont mis à commercialiser. Et bien souvent, c'est de la fusion culturelle qui est née leur activité, leur activité. Donc voilà, là où moi je mets derrière la créativité, c'est vraiment oser imaginer, inventer, parce qu'on a tout à faire, puisque peu de personnes aujourd'hui sont conscientes qu'on est tous métis. Donc les premiers qui se positionnent sont ceux qui s'en sortent le mieux, parce que finalement, ils sont dans des pseudo-niches où personne n'a pensé, parce que finalement, il faut être soit fidèle à telle méthode, soit fidèle à telle méthode. Mais non, Exactement. En fait, Et en fait, cette génération fusion. C'est oser s'affirmer quelque part. Et, exactement. Déjà, tu parlais du défilé de mode. Et c'est vraiment ça, c'est-à-dire que quand on voit des coupes occidentales avec des tissus africains, nous, ça nous parle, ça résonne en nous. Donc, forcément, c'est ça, en fait, la manière dont on peut partager sa créativité. Et puis, moi, il y a un mot que j'aime bien utiliser, c'est le terme afro-hybride. Je considère qu'on est des afro-hybrides parce qu'on est, on n'est pas la même chose que nos parents. Tu l'as très, très bien expliqué. Mais je sais que moi, dans les neurosciences, déjà, on parle de la génétique et on explique que les gènes changent. Donc, ton capital génétique n'est pas le même que celui de tes parents. Et là, le facteur environnement aussi rentre en jeu parce qu'on a à faire face à des choses qui sont propres à notre environnement. C'est-à-dire qu'en France, en hiver, on dépense plus d'énergie pour faire face au froid. On n'est pas dans un climat tempéré, donc du coup, nos cheveux, c'est particulier, c'est autre chose. La vitamine D, notre mélanine filtre la vitamine D, donc voilà, ça a les conséquences, les caries, la dépression, etc. Tout ça, c'est des choses en fait auxquelles on doit faire face nous ici. Donc, on est obligé de s'adapter. Et là, ça me fait penser, ça parle en fait quand tu parles de métissage. Pareil, la créativité. Voilà, le fait de se réinventer, de trouver des choses qui ont du sens pour nous. Donc, c'est super intéressant hein, ce que tu dis. Oser justement créer. C'est vraiment oser créer, oser sortir des codes et justement se dire que ça ne plaira pas à tout le monde, mais l'idée première, c'est que ça nous plaise à nous. Et finalement, c'est enfin vivre pour soi dans un premier temps. C'est vraiment vivre pour soi. Ouais. Et quand j'ai été justement formée en naturopathie aussi, on nous expliquait que le point le plus important, c'était l'individualisation. Et moi, je ne pouvais pas être dans l'individualisation et en même temps faire les choses telles qu'on me les avait enseignées. Donc, c'est comme ça, en fait, qu'effectivement est né aussi Afro Naturo. Et je ne sais pas pour toi, mais moi, j'ai eu droit à des réactions du type « est-ce que c'est pas trop communautaire ?» des choses comme ça. Alors qu'en fait, non, c'est pas communautaire. C'est pas communautaire parce que déjà, ce que je dis en général, c'est qu'on est tous, le berceau de l'humanité, c'est en Afrique, donc on est tous issus de l'Afrique. On est tous africains finalement, plus ou moins, avec un degré de mélanine plus ou moins prononcé. Et non, c'est vraiment s'autoriser effectivement à être soi, à s'affirmer. Donc, exactement. Du coup, pour répondre à tes questions, oui, moi, des remarques, j'en ai et j'en ai encore aujourd'hui. Et c'est pour ça que pour moi, le plus important, c'est vraiment de se trouver soi, d'être aligné. D'être aligné parce que finalement, il y aura toujours des personnes qui seront pas d'accord avec nous ou qui ne verront pas la vie de la même façon. Parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui me disent, mais en fait, tu sais que tu peux accompagner tout le monde. Mais moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce que tu t'enfermes dans tel ou tel. Ok, c'est sa vérité et c'est vrai. C'est vrai. Par contre, le fait que je choisisse en conscience d'accompagner des personnes qui se retrouvent à la jonction de plusieurs cultures, c'est ma vérité et c'est le choix que je fais. Maintenant, si je n'étais pas alignée, si je n'étais pas ancrée, eh bien, je pourrais me dire, ouais, mais peut-être qu'il a raison, peut-être que je devrais changer, peut-être que je vais revoir mon projet. Et puis, le surlendemain, je vais croiser une autre personne qui va me dire, ouais, mais tu as raison, tu devrais être vraiment, non, mais tu devrais être encore
voilà, fermer ta niche encore plus parce que ceci. Mmh. Ah, mais peut-être qu'il a raison, je devrais l'écouter, mais quand je réfléchis, il a raison. Et en fait, eh bien, on est comme un cerf-volant qui part dans tous les sens et Bah, c'est le qui est caméléon un livré peu. au gré du vent. Ouais. Exactement. Donc pour moi, c'est pour ça que même les entrepreneurs que j'accompagne, la priorité numéro une, c'est d'être. Ouais. C'est trouver qui on est, trouver ses valeurs et de donner un sens à sa vie et à ce qu'on fait. C'est que finalement, ce qu'on fait doit être en lien et en accord avec son être. Mmh. Parce que sinon, eh ben, en effet, on est critiqué parce que justement, on se met en avant, mais les seuls qui ne sont pas critiqués, à mon sens, c'est ceux qui ne font rien. Oui. Et je pense aussi qu'en termes de respect pour soi et pour ses semblables, c'est très important. Pour pouvoir être aussi, je pense, aligné dans notre rapport aux autres personnes, aux personnes d'autres cultures finalement. Et est-ce que, si on peut, si tu le permets, est-ce qu'on peut faire un petit aparté par rapport à la situation actuelle, Bien sûr. par rapport à ce qui se passe? Quel est ton point de vue par rapport à ça? Je sais que j'ai parlé beaucoup de la colère, j'ai exprimé ce que c'était en fait comme émotion, la colère, qui est un sentiment que l'on ressent quand on n'est pas respecté et qui permet d'apprendre à s'affirmer et à imposer qui on est vraiment. Donc, quel est ton Exactement. avis par rapport à tout ça? Mais alors, du coup, si on repart sur la colère, du coup, comme tu dis, c'est un sentiment et surtout, c'est une réaction naturelle. Bien Mmh. souvent, on diabolise la colère, mais la C'est colère est nécessaire. La colère mmh, a toujours été nécessaire pour évoluer, pour se transformer, pour passer à l'étape suivante de sa vie. La colère est présente. C'est un sentiment qu'il faut apprendre à identifier et à accepter. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de notre colère, c'est différent. mmh, La colère est un sentiment, est une émotion saine. Maintenant, comment on la transforme, c'est ce qui va faire la différence. Donc, mmh, du coup, au service de quoi et de qui est-ce que tu mets ta colère? Elle est là la véritable question. Pour parler de ce qui se passe actuellement, est-ce que j'ai un avis sur la question? Oui. Est-ce que je me positionne pour ou contre? Pas totalement. Pourquoi? Parce que je pars du principe que on a oublié, l'humanité a oublié c'était quoi être humain. mmh, L'humanité a oublié qu'il y avait une famille. L'humanité a oublié qu'on fait tous partie de la même famille. Et tant que ça, ce n'est pas rétabli, eh bien, pour ma part, je ne peux pas prendre parti. mmh, Je ne peux pas prendre parti parce que je suis consciente de cette fissure-là. Je suis consciente qu'en fait, je me sens autant dévastée et autant triste pour la partie blessante que mmh, pour la partie blessée. mmh, Parce que les deux, je suis les deux. mmh, Et pour arriver à ce niveau-là de conscience, il y a un cheminement. Donc, je ne peux pas tenir ce discours-là face à tout le monde parce que tout le monde n'est pas en mesure de l'entendre et de le comprendre. Et c'est pour ça que sur les réseaux, on me demande, Eva, on t'a pas entendu. Eva, qu'est-ce que tu en penses? J'ai Et dit, oui, mais c'est un droit aussi que tu as. aujourd'hui, pour le moment, je trouve que c'est important aussi d'accueillir Mmh, ce qui se passe. C'est important d'accueillir sa colère. C'est important d'aller l'écouter et de se demander qu'est-ce qu'elle nous dit individuellement. Parce que les effets de masse, c'est génial. mmh, Sincèrement, la marche qui a eu lieu, elle était juste ouais, fantastique et c'était remplie ouais, d'émotions. ouais, ouais, Moi pareil. qui suis une hyper émotif, Ouais. c'était très très fort en termes d'émotion et d'énergie. À la fois, ce sont des êtres qui se rassemblent. Beh, oui. Et, quand ce sont des êtres alignés qui se rassemblent, il y a un pendant et il y a un après. Quand Mmh, ce sont des êtres non conscients qui se ressemblent, il y a un pendant et il n'y a pas d'après. mmh, Moi, quand on me demande ce que je pense de tout ça, si je devais te répondre aujourd'hui, eh bien, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette colère-là? tout à fait. Est-ce que finalement, le fait d'avoir assisté à une marche, on a l'impression d'avoir fait notre part Mmh, et que ça s'arrête là? mmh, Là, je trouverais que c'est dommage. Et oui, du coup, est-ce que le fait d'avoir assisté à cet événement, d'avoir vu ces vidéos circuler, d'avoir vu ces dossiers traîner en justice pendant des années, a créé de la colère et a réveillé quelque chose en nous? Là, tu m'intéresses. exactement. Là, tu m'intéresses. Parce que finalement, il s'agit de se réveiller. Tout Il à fait. s'agit de se Mmh, réveiller, de prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. mmh, Et à mon sens, l'humanité ne tourne pas rond, et ne oui. tourne plus rond depuis un Mmh, certain moment. Donc, c'est elle est là la priorité. Elle est vraiment de reconnecter au fait que nous sommes tous des êtres humains. ouais. Jusqu'à maintenant, je cherche, si vous trouvez, vous m'envoyez. Mais qui a vu une panthère noire se battre contre une panthère, enfin, qui a vu une panthère noire se battre contre une panthère parce qu'elle est d'une autre couleur?
c'est clair, c'est clair. Ok. Ouais. Qui a vu un lapin marron se battre avec un lapin blanc? Ouais, La seule, eh bien, la seule espèce bête ça. vivante que tue, c'est C'est vrai. l'espèce humaine. Ouais, ouais. Donc, je ne suis pas sur la couleur de l'être, Mmh. mais plus justement sur l'espèce. Mmh. Notre espèce est aujourd'hui un danger pour la création tout entière. Mmh. Ça, Mmh. c'est une vraie question. Oui, Ça, c'est un vrai problème. ouais. Voilà, moi, pour répondre à ce qui se passe actuellement, c'est plus on va réussir à reconnecter à l'humain, du coup à l'étage du dessus, parce que finalement là on est bloqué à l'étage des espèces, ben, Mmh. plus on va réussir à reconnecter à l'espèce, à l'état justement d'état d'être humain, et du coup Mmh. finalement là on est tous une famille, et bien plus on va pouvoir grandir et du coup construire et co-construire ensemble l'avenir. Ouais, c'est très, très beau ce que tu dis et tu vois, effectivement, par rapport à ce point-là, la colère, je pense que par rapport à ton histoire et moi, ça fait écho aussi à mon histoire et à mon parcours, la colère, tu l'as déjà vécue à l'époque où tu étais caméléon, à l'époque où tu te cherchais et donc du coup, c'est cette colère-là que tu as su exprimer et que tu as transformée en, en créativité pour devenir ethno-coach. Et moi, c'est un petit peu aussi Exactement. mon parcours. Et en fait, c'est pour ça que, quelque part, même moi, par rapport à la situation, on voit que ce qui est bien, justement, c'est que si vraiment la colère est faite pour revenir à cet état d'équilibre, qui est cet état de paix, d'amour, de joie, ça va permettre de réveiller certaines choses chez certaines personnes. Mais comme tu dis, il ne faut pas que ça dure dans le temps. Une émotion, c'est fait pour nous mettre en action et nous ramener à cet état d'équilibre. Et, euh, et effectivement, voilà, le tout, c'est de pouvoir être là, de pouvoir aussi, toi, contribuer à accompagner ces personnes-là qui ont peut-être besoin de s'exprimer, qui ont des émotions qui arrivent, qui ne savent pas trop comment en faire, un peu comme un adolescent, parce que l'adolescence, c'est un petit peu ça, il y a plein d'émotions qui arrivent et mince, qu'est-ce que j'en fais? Donc, ouais, effectivement, merci pour ton retour par rapport à ça qui est plein de sens. Je te remercie, mais c'est vrai que oui, comme tu dis, les émotions, c'est important, enfin la colère en tout cas, c'est important de l'accueillir. Par contre, dans le temps, voilà, c'est en quoi est-ce que tu la transformes pour l'avenir? Qu'est-ce que tu en fais sur le long terme? Exactement. Pareil, justement, de la marche de Adama Traoré. À Mm. ça, ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans que la situation avance, recule. Euh, Elle a mis des choses en place. Mm. Sa colère l'a amené à à se mettre en mouvement de façon organisée, Bien pensée, sûr. sensée, pour qu'on en soit là aujourd'hui, pour que cette marche ait pu être aussi impactante que ça. Il a fallu que cette colère qui s'est provoquée il y a 4 ans, eh bien, elle puisse la transformer de façon productive et intelligente. Donc, comme je dis, la colère, c'est une émotion extrêmement importante et Mm. c'est une arme, c'est un pouvoir puissant quand on est capable de la canaliser et, comme je dis, de la mettre au service d'un projet, d'une vision. C'est puissant. Ouais. Ah bah super, et je pense que c'est une très bonne transition vers le troisième point qui est la résilience, parce qu'effectivement, moi j'ai vu justement Assa Traoré parler sur BFM, et ce qui m'a impressionné, c'est la, la, la force tranquille en fait qu'elle avait quand elle s'exprimait. Elle s'exprimait avec beaucoup de lucidité, de manière très posée. Et en fait, on sentait cette force qui était là derrière elle, en fait. Et je pense que c'est vraiment propre aussi de la culture africaine, la sagesse africaine, la philosophie de vie, le sourire qu'on a à profusion quelque part. Et du coup, voilà, je pense que c'est une bonne transition vers, vers cette résilience. Bah, du coup, oui, c'est vrai que ça, c'est une femme juste incroyable. Euh, Déjà, rien qu'en sa présence, on sent on sent qu'elle est présente à elle-même, on sent qu'elle est ancrée, on sent qu'elle est connectée à quelque chose de plus grand qu'elle. Donc là, on est dans la vision. Là, on est dans la vision. Et si l'élément déclencheur, c'était le décès de son frère il y a 4 ans, eh bien, il s'est passé des choses avant qu'elle soit aiguisée telle qu'elle est aujourd'hui. Par contre, c'est un chemin. Moi, cette famille-là, on leur a ôté un deuil. On a bloqué le processus de leur deuil. Mm. Du coup, c'est toute une famille qui attend pour faire son deuil. Donc, du coup,
c'est plus grand qu'elle, c'est plus fort qu'elle. Et au-delà, justement, au-delà de ce frère qui décède, et moi, j'en ai des frères, et du coup, je sais combien ça pourrait m'impacter et me bouleverser, eh bien, elle en a fait quelque chose de plus grand en se connectant au fait que, bah, il y en a d'autres. C'est pas tant que j'ai perdu mon frère, c'est pas seulement parce que j'ai perdu mon frère, c'est que ça continue. Donc finalement, elle s'est auto-missionnée à ce que ça ne se reproduise plus. Et pour que ça ne se reproduise plus, ce qu'on lui refuse aujourd'hui, on n'a qu'à se le dire très clairement, eh bien, c'est que ce soit le premier procès de cet ordre-là. Et du coup, si c'est le premier procès, qu'est-ce que ça crée? Ça crée une jurisprudence en France. Et c'est un point de départ sur lequel toutes les autres affaires vont pouvoir s'appuyer. Et ça, c'est ce qu'on leur refuse aujourd'hui. Mais parce qu'ils ils leur refusent ce droit-là, eh ben, ils bloquent le deuil de toute une famille. Qui, pour le coup, on a besoin, pour leur évolution personnelle, professionnelle, ont besoin de faire le deuil, de tourner une page, d'avancer. Mais tant que ça, c'est pas fait, ça va être pas simple pour eux. Ouais. Donc, concernant la résilience, oui, c'est réussir à transformer, c'est réussir à, pas forcément à accepter, mais en tout cas à accueillir ce qui vient et à le transformer. Une personne résiliente, c'est une personne, on dit souvent, bah, du coup, elle tombe, elle se relève. Oui, mais du coup, si je tombe et que je me relève et que je suis la même, je vais retomber à nouveau. Pour moi, la résilience, c'est se relever enrichi de l'expérience de cette chute-là. Et si on n'apprend pas de nos erreurs, elles se reproduisent. Et c'est là où finalement, il est important de se dissocier et de faire attention. C'est que finalement, si on ne fait pas le point après sa chute, eh bien, on reproduit la même chose. Si on ne se responsabilise pas sur quelle est ma responsabilité dans ce que je viens de vivre, quelle est ma part de responsabilité? Oui, peut-être que le boss est responsable. Oui, peut-être que le compagnon, la femme est responsable. Moi, dans l'histoire, on est deux. Donc, quelle est ma part de responsabilité? Et tant qu'on n'a pas connecté à sa part de responsabilité, qu'on ne s'est pas remis en question et qu'on n'a pas compris ce que cette expérience nous aura appris, eh bien, elle va se répéter. C'est pour ça que des enfants, quand ils font un truc, ils disent « Ouais, je suis désolée », mais en fait, non. Tu l'as fait en conscience, tu es désolée, mais en fait, ça n'efface. Enfin, qu'est-ce que tu apprends en fait? On n'a pas appris, c'est devenu presque automatique. Mais qu'est-ce qu'on apprend de chaque chute, de chaque erreur? C'est là où ça devient important d'aller se connecter. Moi, c'est vraiment ça la résilience. C'est vraiment d'apprendre de ses chutes, d'apprendre de ses blessures, d'apprendre de ses cicatrices et d'apprendre à s'aimer avec. Là, c'est souvent le plus difficile. C'est d'apprendre à s'aimer avec ces cicatrices-là que la vie nous a laissées, cicatrices-là qu'on a peut-être laissé la vie nous marquer, et de les transformer, de transformer la lecture qu'on en a, de transformer le souvenir que ça va éveiller chez nous. Mais la résilience, c'est vraiment de pouvoir transformer une chute en un enseignement. Ouais. Effectivement, on a cette figure-là qui est Nelson Mandela, en fait, qui représente la résilience. C'est vrai que c'est... Moi, je pense qu'il y a aussi... comment dire, j'associe beaucoup la résilience à la culture africaine. À la culture africaine, parce que ça fait partie, en fait, on a cette manière de voir la vie, de se dire, peu importe ce qui t'arrive aujourd'hui, demain ça ira mieux, demain tu as une autre chance, demain tu peux faire mieux. Et ça, c'est un truc, enfin, moi je sais que ça m'a beaucoup aidée, et aussi de me reconnecter à toute l'histoire africaine, toutes les épopées, toutes les grandes images en fait illustres de la culture, parce que effectivement au quotidien, quand nous on est dans nos petites histoires, et puis même en vivant en Occident, je suis troublée là, donc quand je parle, je suis hypnotisée par toi. En vivant en Occident, j'ai envie de dire, on est face à des réalités qui ne sont pas les mêmes que celles qui sont en Afrique. Et parfois, on pourrait se laisser influencer par ça, de manière à ne pas prendre conscience de la mission qu'on a. Ouais, c'est ça que je voulais dire.
C'est-à-dire qu'on a une mission, on est là, on est tous là pour jouer son rôle, pour s'exprimer, pour exprimer sa créativité, tout ce que tu viens de dire en fait, hein, affirmer son métissage, etc. Et le fait de pouvoir se servir de ces expériences, bonnes comme mauvaises, pour pouvoir créer, ça je pense que c'est quelque chose qui est important et qu'il faut souligner. Exactement. Exactement. Non, mais comme tu dis, c'est très important vraiment d'aller se connecter. Quand tu parles de la culture, de la culture africaine et du fait que finalement, il y a la résilience fait partie intégrante de la culture africaine. Et là, pour le coup, on est vraiment sur tout le continent africain, parce que même au Maghreb, c'est aussi très présent. Eh bien, c'est important d'aller. Moi, par exemple, on m'a envoyé c'était de l'humour, mais pas de l'humour, des vidéos pendant le confinement en me disant Eva, viens parler à ton père. C'était pas mon père, mais du coup, il y avait des vidéos où il y avait des papas africains qui continuaient à circuler pendant le confinement. Oui. Et en fait, ils sont connectés à une réalité. On te dit qu'ils sont inconscients, mais non, en fait, c'est qu'ils sont connectés à une réalité dont nous sommes déconnectés. Oui. C'est-à-dire que là, on parle de peur de mourir. Mais toute leur vie, des gens sont morts autour d'eux. Toute leur vie, ils ont perdu des enfants. Ils ont perdu parfois 2, 3 enfants avant l'âge de 10 ans. Autour d'eux, ils ont vu des frères perdre des enfants. Ils ont vu des petits-enfants mourir très jeunes. Et du coup, c'est pas qu'ils sont insensibles, c'est qu'ils sont très connectés à la réalité. Sur le fait qu'ils vivent chaque jour, un jour après l'autre. Et ils le disent, on verra si je me lève demain. On verra si on me laisse voir demain. Mais c'est pas qu'ils sont inconscients, c'est qu'ils sont très connectés à la réalité. Donc, c'est arrivé tout à coup sur l'Europe, sur l'Occident, et finalement, il y a eu un effet chaotique et tout le monde a peur. Mais regardons seulement le palu. Combien de personnes meurent du palu chaque année, par an, par mois, par semaine, par jour? Et donc, ces personnes-là, ces adultes-là, à mon sens, ils ne sont pas déconnectés de la réalité. Ils n'ont pas fait un refus de se confiner. Oui. C'est que cette peur de la mort, cette présence de la mort, eh bien, ils la connaissent. Oui. Ils la connaissent. J'ai un monsieur qui m'avait expliqué, un papa ivoirien qui m'expliquait, tu sais, moi, quand j'ai autant de décès que de baptêmes dans la même semaine. Ah ouais. Et c'est normal. Tu vas aller soutenir un tel qui a perdu son enfant, et puis juste après, tu vas aller au baptême d'un tel qui vient d'accueillir un enfant. Et c'est la vie. Ouais. C'est nous qui avons oublié le cycle. C'est nous qui avons oublié que la vie est un cycle et que la mort fait partie de la vie. Exactement. Ouais. Pour moi, c'est en ça que la résilience fait partie de l'histoire de l'Afrique. C'est que depuis toujours, justement, on est connecté à la mort. On est connecté au fait que la mort fait partie de la vie. On est connecté au fait que les échecs font partie de la vie. Et on vit un jour après l'autre. Si tu regardes bien, ne serait-ce qu'au terme des besoins, si on prend ne serait-ce que la pyramide de Oslo, on prend juste les besoins fondamentaux. Les courses ne sont pas faites à la semaine. Personne ne fait ses courses à la semaine. Tout le monde va au marché tous les jours. On vit un jour après l'autre. On peut parler, hein, moi du coup j'en ai plein des livres, du pouvoir du moment présent. Va vivre au village. Va faire un mois au village. Tu t'es formé au pouvoir du moment présent, je t'assure. Mais tu te connectes au présent. Et au fait qu'il n'y a qu'un jour après l'autre qui compte. Donc pour moi, c'est vraiment ça. Enfin, oui, quand tu dis que justement la résilience fait partie, t'as l'impression qu'elle fait partie de la culture africaine. Oui, à mon sens, elle est très ancrée dans la culture africaine et c'est encore très connecté à ces besoins-là, aux besoins fondamentaux. Parce que justement, pourquoi je vais construire dans 1 an, dans 10 ans, je ne sais même pas si je vais y aller. Quand même, ils font des projets, c'est pas à très long terme, mais c'est volontaire. C'est aussi une réalité de se dire je peux disparaître à tout moment. Et du coup, tu vis pleinement ici et maintenant. Ah bah oui, c'est clair. Et c'est fou à quel point on se reconnecte à ces choses-là. Parce qu'avant, il y avait comme un côté péjoratif à tout ça, alors que maintenant, on se rend compte que c'est ça la vie. Et c'est vrai qu'ici, en Occident, la mort est un peu cachée.
Les pompes funèbres, bon, c'est dans un endroit fermé, etc. Je ne sais pas si c'est comme ça au Mali, mais je sais qu'au Bénin, sur le bord de la route, il y a des cercueils qui sont exposés, un peu comme on exposerait, je sais pas, des fleurs. Et du coup, ça fait que les gens, au quotidien, ils ont la vie et ils ont la mort, en fait. Ils sont confrontés à la mort. Genre, je sais pas, il y a peut-être même des gens qui se disent: ah tiens, ce cercueil-là, il a l'air bien, je me verrai bien dedans quand je serai mort. Mais c'est une petite blague, histoire de dire que voilà, la mort fait partie de la vie et il faut pas en avoir peur. Par rapport au coronavirus, moi, ce qui m'a aussi impressionné, c'est de voir les Africains se dire, bah non, nous, on a tout ce qu'il faut. Enfin, on va l'attaquer le coronavirus. On va pas se cacher, on va pas se confiner, on attend qu'il vienne. J'ai même entendu, ça peut être le Covid-19 21 ou 22 qui viennent, c'est pas grave, on va l'attendre. Et c'est vrai que quand on apprend ça, quand on entend ça comme ça, ben on se dit, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Parce qu'en plus, la peur, on sait que c'est pas une émotion qui est bonne pour notre santé et pour nous en général. Donc, vraiment, c'est cool. C'est vrai que c'est un rapport à la mort, en fait. C'est vivre avec. Oui. C'est pas, il n'y a pas cette dimension de lutter contre, parce que dans tous les cas, quand elle se présente, tu peux rien. Oui. Quand ton heure sonne, c'est ton heure sonne. Donc finalement, c'est vivre pleinement jusque-là. Et du coup, oui, on me dit souvent que oui, ils font pas de projet, ils font pas de trucs. Ils en sont pas là. Ils en sont pas là. Et qui nous dit que c'est nous qui avons raison et pas eux? Qui nous dit que la méthode occidentale est la mieux et que cette méthode-là, justement, d'un jour après l'autre, n'est pas la meilleure? Oui. On n'en sait rien. Par contre, chacun a sa vérité. C'est important d'écouter l'autre dans sa vérité. Et quand ce papa te dit que oui, en plein coronavirus, il veut aller au foyer parce que machin, il va aller voir ses amis, eh bien, il est dans sa vérité à lui. Donc oui, si du coup sa vie devait s'arrêter aujourd'hui, il serait content d'avoir été voir ses amis un dimanche et d'avoir honoré ce rendez-vous hebdomadaire qu'ils ont. Ouais. Après, oui, on peut en faire de l'humour, on peut ne pas comprendre, parce que finalement, il y avait des sanctions quand même qui étaient à la clé, mais ils sont dans leur vérité. Ils sont dans leur vérité qui n'est ni la bonne ni la mauvaise, c'est juste leur vérité à eux. Et ça, c'est important de s'y connecter. Comme je dis, pour moi, c'est vraiment à l'image de leur rapport, du rapport qu'ils ont à la mort. C'est pas quelque chose qui leur fait peur. C'est pas quelque chose qui leur fait peur, c'est pas quelque chose qu'ils pensent pouvoir fuir en restant chez eux. Pour eux, c'est juste un non-sens, parce que sinon, je ne serais jamais sortie de chez moi dans ces cas-là, parce que j'ai des voisins qui sont morts, j'ai des camarades de classe qui sont morts. Ils ont un rapport à la mort qui est beaucoup plus saine. Moi, à mon sens, je trouve qu'ils ont un rapport à la mort qui est beaucoup plus saine que ce qu'on se raconte nous. Parce que finalement, vivre comme si on n'allait jamais mourir, oui. C'est pas sain non plus. C'est pas sain non plus. Oui. Et puis il y a aussi ce rapport au fait de vieillir qui est, ça me fait penser à ça justement, parce que chez nous, le fait de vieillir, c'est un honneur. Et une personne qui décède à un certain âge, en fait, on fait la fête parce qu'on honore la belle vie, la longue vie que la personne a eue. Et ça, c'est vrai que quand on voit ici tout ce qui est anti-vieillissement quelque part, hein, les crèmes, se teindre les cheveux, enfin tout ce qui est fait autour de ça, c'est comme si on voulait retarder l'heure de la mort, alors qu'en fait, voilà, c'est une belle philosophie. Oui, c'est vrai qu'il y a une fuite. Il y a comme une fuite à la maturité, en fait. Il y a une fuite au fait de prendre de l'âge. Il y a une fuite au fait de vieillir. Et oui, inconsciemment, plus on prend de l'âge, plus on vieillit, plus on se rapproche de la mort. Et encore là, on parle de la mort naturelle, comme on pourrait dire. Mais c'est vrai que la mort peut se présenter aussi bien à un nourrisson qu'à un vieillard. Mais la culture, elle est autre. La culture, elle est autre parce que, occidentalement parlant, vieillir, c'est souvent s'isoler. Vieillir, c'est souvent s'isoler. Et dans la culture africaine, dans la totalité de l'Afrique, dans la culture asiatique, une personne qui vieillit, c'est une personne qui devient sage. C'est une personne qui devient une référence. C'est une personne… Essaye juste d'aller en Afrique subsaharienne, de sortir le matin, tu te réveilles, de sortir de la maison sans saluer l'ancien. Mais ta journée, elle est gâtée. Parce que tu as oublié l'élément le plus important de toute ta journée. Donc, finalement,
en Afrique et en Asie, il y a cette place-là qui est prise, en Asie, enfin oui, en Asie, il y a cette place qui est prise finalement en prenant de l'âge, on devient un élément central. On rentre dans le cercle des anciens, notre parole compte et il ne se passe rien sans notre aval. Et à l'opposé, en Occident, on a cet aspect où quand on vieillit, eh bien, on n'a plus d'utilité à la société parce qu'on ne produit plus de revenus. On devient une dépendance, on devient une perte pour la société parce que finalement, du coup, on devient dépendant, etc. Et du coup, bien souvent, on a une perte d'autonomie qui va avec. Donc, qui dit perte d'autonomie, dit souvent hospice, dit souvent maison de retraite, EHPAD, etc., etc. Et quand on regarde, pour revenir sur le Covid-19, combien de personnes âgées en France sont décédées en maison de retraite? Combien? Triste. Et quand on part sur cette comparaison Occident-Afrique, oui, c'est cela, mais stop. Partons juste de là. Comment sont traités nos anciens? Et il y a des personnes qui disent, il y a un dicton qui dit justement, si tu veux savoir la valeur d'une société, eh bien, observe la façon dont ils traitent ses anciens. Et finalement, encore une fois, c'est différent. C'est totalement différent. Donc, c'est aussi normal, c'est pour ça que j'en parlais, ce retardement de la vieillesse. Eh bien, quand on voit ce qu'il y a à la clé, on n'a pas envie. Non, bah, c'est clair. Oui. De l'autre côté, quand on voit ce qu'il y a à la clé, tous les privilèges qu'il y a et tous les cadeaux qu'on reçoit, parce que justement, tout ce qui se passe finalement, eh ben, on est mis au centre. Oui, on a envie d'y aller. Donc, encore une fois, l'élément, c'est vraiment la finalité, c'est le sens. Oui, si c'est pour aller en direction de perte d'autonomie, perte d'indépendance et perte de son domicile et de son environnement, et par la même occasion, présence de son entourage, présence de ses amis, etc., on n'a pas envie. Et si c'est finalement être le centre d'une famille, être le centre d'une famille, être bien souvent la nounou de tous les enfants, parce que finalement, c'est elle qui garde, c'est souvent les personnes âgées qui gardent et qui éduquent les plus petits, etc., oui, on a envie d'y aller. En tout cas, on n'est pas pressé d'y aller, mais quand on y sera, on sera bien. C'est pas le même rapport. C'est pas totalement le même rapport. C'est important de bien clarifier ça et de bien expliquer ça pour que, encore une fois, comme tu dis, les gens puissent faire leur choix. Mais pas être dans suivre un modèle parce qu'on nous dit que c'est bien, parce que quelque part, entre guillemets, le marketing lié à ce modèle est mieux présenté que l'autre et que, voilà, on choisisse ça sans avoir un sens réel derrière son choix. Donc, ouais, non, c'est exactement ça. C'est vraiment le sens, tout à fait. En tout cas, merci beaucoup. Et du coup, par rapport à justement pour un petit peu le mot de la fin, ce serait quoi pour toi, idéalement, la fusion des cultures? Ce serait quoi pour toi, que tu vois la chose à l'échelle de l'humanité? Pour moi, à l'échelle humaine, ce serait de pouvoir asseoir, je dis bien, des enfants du monde entier. Pour moi, la meilleure fusion culturelle. Pour moi, la réussite, la fusion culturelle aura été un succès le jour où on aura, je ne mets pas de nom, parce que si on dit ONU, c'est une organisation, mais le jour où on pourra avoir une colloque d'enfants du monde entier. Et parce que ces enfants-là, on n'a pas encore bridé leur créativité. On n'a pas encore limité, tu peux pas. Moi, mes enfants, je leur ai expliqué ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, parce que finalement, à la maison, on n'a pas de télé, c'est un choix volontaire, mais ailleurs, en dehors, ils peuvent tomber sur des images et c'était important de mettre un sens dessus. Et bien, ce qui m'a bluffé, j'en ai eu les larmes, c'est que mon fils qui m'a dit, mais pourquoi il a fait ça? Il me dit, mais du coup, je lui explique pourquoi les personnes ne sont pas contentes aujourd'hui, pourquoi les personnes sont en colère, pourquoi ils sortent dans la rue. Il voulait aller manifester, il a 6 ans. Il me dit, moi aussi, je voulais aller avec eux, je ne suis pas content, je ne suis pas content du tout. Même quand on écrase, il me dit, même quand on écrase une fourmi, je ne suis pas content, encore plus un humain. Et il n'a pas parlé de couleur, il n'a pas vu la couleur.
Oui. Il n'a pas vu la couleur. Mmh. Il a vu un humain. Waouh, Et là, tu te dis, c'est eux qui vont bâtir demain. c'est clair. Donc, pour moi, une fusion culturelle réussie, eh bien, ce serait vraiment un colloque avec des enfants du monde entier, des délégations d'enfants du monde entier qui s'asseyeraient autour d'une table et qui penseront ensemble demain. Parce que adultes, je ne dis pas que c'est trop tard, mais les barrières mentaux, elles sont déjà posées. Les institutions, elles nous ont déjà mis dans un schéma de croyance de possible et de impossible. Donc, une fusion culturelle, vraiment, si on me dit, Eva, rêve, eh bien, je rêve d'un colloque d'enfants venant du monde entier avec des délégations internationaux qui viendront se poser pendant un certain temps et qui vont penser ensemble comment ils peuvent changer le monde. Et je vous assure que si on les écoute, on change vraiment le monde. Ah bah Moi, oui. c'est vraiment ce que je souhaite à l'humanité, c'est Ouais. qu'on donne la parole aux enfants et qu'on voit combien ils peuvent transformer le monde tout entier. Ah bah écoute, que l'univers t'entende, hein. En tout cas, merci beaucoup, hein, pour tout ça. C'était, j'ai envie de dire, un beau voyage. Là, j'ai l'impression d'avoir été, comme je t'ai dit, hypnotisée pendant tout ce temps avec toi. En tout cas, c'est la sagesse que tu incarnes, comment dire, le charisme que tu as aussi, en fait, par rapport à ça. Et franchement, voilà, je suis vraiment contente d'avoir pu échanger avec toi, encore une fois, parce que c'est pas la première fois. Et puis, voilà, j'espère que les personnes qui ont suivi aussi cette interview ont pris plaisir. Et du coup, est-ce qu'on peut te contacter? Où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut prendre contact avec toi? Alors, du coup, je suis présente sur. Déjà, moi, je te remercie pour l'invitation parce que c'est toujours un plaisir déjà d'échanger avec toi. Oui. J'adore ton activité et comme je l'ai déjà dit, hein, je descends d'une famille de guérisseurs, donc la naturopathie pour moi, c'est ta fusion culturelle à toi, n'est-ce pas? Mmh. C'est une façon que tu as réussi à passer du choc des cultures à la fusion culturelle et j'apprends beaucoup de tout ce que tu partages sur les réseaux. Donc, je te remercie d'incarner ce que tu es. Je te remercie de me donner la parole parce que finalement, on se fait entendre. C'est important aussi, nos voix comptent et nos Oui. messages comptent. Donc, merci de me permettre de transmettre le mien à plus grande échelle. Alors sinon, où est-ce que moi, je diffuse moi-même mes propres messages? Alors, je suis présente sur les réseaux sociaux, Mmh. plus sur Instagram, par choix. Parce que j'ai cette croyance que quand on est partout, on est nulle part. Mmh. Donc pour l'instant, je me focalise principalement sur Instagram en termes de réseaux sociaux. Ensuite, eh ben, les personnes qui souhaitent justement bénéficier soit d'un accompagnement, soit juste échanger pour savoir où ils en sont justement de leur fusion culturelle, je les invite à m'écrire par mail. Et du coup, c'est evabaracoach@gmail.com et je me ferai un plaisir de leur répondre et de prendre un temps s'il le faut par téléphone pour pouvoir en échanger. Et pourquoi pas poser un rendez-vous s'il y a besoin qu'on se rencontre. Ok, super. Bon, bah écoute, grand merci à toi et puis à très bientôt. Yes. Au revoir, Merci encore. à bientôt.